Me présenter, donc Fabien Vette, je suis président de l'association Escape, association des anciens collaborateurs de Capgemini, qui a été créée en 1999. Donc c'est une communauté maintenant de plus de 1200 membres. Alors cette association a pour but principal de permettre à ses membres de prolonger leurs relations dans un esprit d'amitié, d'entraide mutuelle, d'échange professionnel. Alors je vais essayer en même temps de faire entrer les personnes. Voilà, donc je laisserai parcourir le profil Escape France, sur lequel on a mis beaucoup plus de précision et de détails sur les actions que nous menons. Alors, nous menons notamment des actions avec notre partenaire Agir IT, vous avez pu voir ça sur vos invitations, qui est une communauté de plus de 3000 personnes qui organise des événements pour le secteur IT afin de développer le partage d'expériences sur des évolutions technologiques et des attentes du marché, bref, pour développer l'employabilité. Alors aussi, nous sommes ravis d'organiser ce webinaire avec Florence Casalis, DG de la Earth Leadership University, et Rhoda Migaud, fondatrice du cabinet de conseil RCBM, sur une thématique qui correspond parfaitement à nos valeurs. Je laisse donc la parole à l'excellentissime Amal, qui s'est fortement impliquée pour la réussite de ce webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup, Fabien. Donc, moi, je vais être brève. Alors, est-ce que les slides bougent de votre côté? Oui. Alors, j'interviens aujourd'hui en tant qu'expert du numérique pour la Heart Leadership University et je fais également partie du bureau de l'association Escape que Fabien vient de présenter. Et dans ce contexte, on s'était dit qu'il y avait possibilité de faire une synergie intéressante. Est-ce que vous pourriez couper vos micros, s'il vous plaît, pour ceux qui n'interviennent pas? Merci beaucoup. Donc, je disais qu'après échange et face au contexte actuel, on s'était dit qu'il serait peut-être intéressant de faire un regard croisé entre HLU et l'association Escape. Donc, comme vient de le dire Fabien, rassemble une communauté étendue de plus de 3000 experts assez seniors avec des rôles de leadership dans le secteur de l'IT. Parce que souvent, les personnes qui quittent Capgemini continuent dans le même secteur et se développent à titre individuel en montant leur structure. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'il y a un contexte de polycrise, comme l'a qualifié ce week-end le World Economic Forum. Donc, on a ce contexte assez sensible de crise écologique, même de risques climatiques accentués. On a parallèlement une accélération du développement technologique. On a un contexte de guerre, d'inflation et de causes multiples en fait, qui mettent en difficulté les dirigeants aujourd'hui qui doivent choisir entre continuer à opérer dans une logique de performance, se transformer, s'adapter. Et toutes ces situations, en fait, qui font que le dirigeant doit être à l'écoute de ces communautés élargies, se posent également au sein des entreprises, puisqu'on fait face également à de multiples crises au niveau de l'engagement des collaborateurs et aussi des questionnements autour du sens, en fait, en tant qu'employé. Donc, face à tous ces sujets, merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Super. Je peux qui parle. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez couper vos micros? Merci. Donc, je disais que la question en fait du leadership qui est mis en cause en fait ces dernières années, et plus particulièrement dans le secteur de l'IT, qui connaît des crises avec les premiers licenciements massifs dans le secteur de la tech et des big tech, mais pas que, aussi les sociétés de conseil. Il y a vraiment ces interrogations sur quels sont les nouveaux modèles de leadership ou est-ce qu'ils doivent être questionnés et si oui, comment? Sur quels axes? Et c'est dans ce contexte-là qu'on a échangé avec Florence Casalis, qui est donc directrice de la Heart Leadership University, qui est un nouveau mouvement pour les dirigeants et que j'invite donc à nous présenter. Florence, avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, alors bonjour à tous. Écoutez, merci en tout cas d'être nombreux pour ce webinaire. Donc effectivement, moi j'ai rejoint Heart Leadership University en juin dernier, donc comme directrice, après une expérience de plus de 25 ans auprès de dirigeants, pour les challenger, les outiller, les inciter à décrypter les enjeux de demain pour entreprendre autrement, se transformer et transformer leur entreprise. En résumé, leur offrir les conditions pour faire un pas de côté, pour faire un pas d'avance. Alors, tout ça, je l'ai fait à la fois comme directrice et développeuse de structures innovantes pour des réseaux de dirigeants. Tout d'abord, il y a un peu plus de 25 ans, au début de ma carrière, donc pour YPO, Young President Organization, donc qui est la plus grande communauté de dirigeants au monde, qui est composée de plus de 30 000 adhérents dans 130 pays, et qui se réunit justement pour devenir de meilleurs leaders et de meilleures personnes. Donc j'ai envie de dire que c'était vraiment dès le début de ma carrière où cette ambition d'être aux côtés des dirigeants pour les aider à grandir et à se développer a été très forte.
Et puis ensuite, je suis partie une quinzaine d'années à Nantes, où j'ai rejoint la CCI de Nantes-Saint-Nazaire et où j'ai développé, en tant que responsable de tous les grands événements, un certain nombre d'événements qui aidaient les dirigeants comment dire, à creuser un certain nombre de thématiques, que ce soit le développement à l'international, que ce soit la formation, que ce soit l'innovation, que ce soit comment dire, le design, enfin voilà. Et surtout, j'ai à un moment donné créé un cycle de conférences qui s'appelait Décrypte pour entreprendre autrement, où l'idée, c'était vraiment de les aider à sortir un peu la tête du guidon et à regarder toutes les comment dire, tous les impacts qui allaient pouvoir les toucher à horizon 5, 10, 15 ans et comment s'y préparer. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai décidé de revenir à Paris et de prendre la direction d'un fonds de notation, l'un des premiers qui était spécialisé en projet à impact, fonds de notation qui était dirigé par un grand entrepreneur français qui a été parmi les premiers à se lancer il y a de cela à peu près il y a 10 ans, et avec l'idée voilà, de réunir entre guillemets l'économie classique et l'économie à impact. Donc voilà, et dans ce cadre-là, on a soutenu plus de 25 projets et souvent des projets de référence comme Ticket for Change, comme Vendredi, comme Latitude. Et mon rôle était à la fois d'embarquer des dirigeants qui avaient bien réussi, qui avaient envie de donner du sens à cette réussite en étant à la fois des mentors et des donateurs, et puis d'embarquer également des projets qui étaient vraiment au tout début et qui disruptaient, j'ai envie de dire, un certain nombre de thématiques. Donc voilà, et puis récemment, enfin donc l'an dernier, j'ai vraiment commencé à me questionner sur, c'est très bien d'embarquer des grands dirigeants dans la philanthropie, dans l'économie à impact, etc. Mais finalement, ça les faisait assez peu bouger personnellement. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve un projet qui me permette effectivement d'aller les questionner, d'aller les aider à se transformer, parce que si effectivement on veut transformer sa boîte, son entreprise, il faut aussi avant tout se transformer soi. Donc voilà, et c'est à ce moment-là que les planètes se sont alignées et que j'ai rencontré l'initiative HLU. Voilà. Super. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous présenter cette initiative justement de la Heart Leadership University? Alors, cette initiative, en fin de compte, elle est née dans la tête d'un homme qui s'appelle Jean-Noël Torel. Elle est née il y a un peu plus de 10 ans. Jean-Noël Torel, vous ne devez pas forcément le connaître, sauf si vous êtes fan de poker, parce que c'est l'un des meilleurs joueurs français de poker. Mais c'est aussi et surtout un pharmacien très innovant, très iconoclaste, etc. Et qui a donc été parmi les premiers à imaginer des produits pharmaceutiques vraiment pensés pour la peau et très, très, très naturels. Donc avec Bioderma, avec l'Institut Esterderm, avec Etapure, et surtout qui de ces innovations a créé un groupe qui s'appelle Naos. Voilà, donc c'est un des plus gros, c'est un des fleurons français dans la biocosmétique. Et donc ce monsieur, il y a plus de 10 ans, il s'est dit, voilà, j'en ai assez de recruter un peu toujours les mêmes profils qui sortent des plus grandes écoles, voire d'Harvard, voire de Stanford, etc., mais qui souvent finalement sont déconnectés de leur part d'humanité, de leur cœur, etc. Et il s'est dit, finalement, pour pouvoir adresser les enjeux que l'on va rencontrer dans les années à venir, il va falloir avoir des gens qui soient beaucoup plus alignés, à la fois entre leur tête, leur cœur et leur corps. Et donc, il s'est dit, mais sauf qu'il n'y a aucune université à ce jour, aucune grande école qui finalement va aller chercher sur ces sujets-là. Donc, il a compris en fin de compte qu'il y avait une urgence à révolutionner l'éducation des dirigeants et à les outiller pour oser faire des choix qui permettent de prendre soin des humains et du vivant. Et c'est vrai que là, on vous a affiché une étude du BCG qui montre bien que, en priorité, les qualités de cœur définissent le mieux les bons leaders. Donc voilà, ces qualités de cœur, c'est quoi? C'est effectivement l'empathie. Alors nous, on va parler également d'intuition et également de courage. Pour nous, l'intelligence du cœur se définit au travers de ces 3 valeurs. Voilà, mais effectivement, l'écoute, la considération, l'attention portée au développement des équipes est bien entendu majeure pour être un leader, j'ai envie de dire, désirable et qui sait embarquer effectivement ses équipes. Donc voilà, donc son idée, ça a été ni plus ni moins de créer un poste Harvard. Alors c'est vrai qu'Harvard a plus d'une centaine d'années, je pense, on n'y est pas encore, mais en tout cas, on a une ambition très forte. Et donc, effectivement, de créer cette université nouvelle dont la mission est d'entraîner les aptitudes du cœur des dirigeants. Ouais. Donc, si on fait vraiment la synthèse de tout ça, c'est de dire que jusqu'à présent, toutes les formations, et on l'avait regardé en plus ensemble il n'y a pas longtemps, destinées aux dirigeants vont aller chercher l'accentuation de la performance, essentiellement technique,
et que ce qui relève de la performance humaine au sens de qualité, aptitudes sensibles, elles sont plutôt laissées de côté. Et je crois même que c'était un tabou pendant les 2 dernières décennies en entreprise. Si on rentre plus précisément sur le modèle d'université, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors justement, donc, quand on dit révolutionner l'éducation des dirigeants, l'idée n'était pas juste de créer une école, mais une université. Pourquoi une université? Parce qu'en fin de compte, vous le voyez bien avec la Sorbonne, avec comment dire, Cambridge, etc. L'université, c'est toujours 3 piliers, à la fois l'éducation, la recherche et l'influence. Donc, l'idée, c'est effectivement de créer une association d'éducation qui est une association d'intérêt général. Donc, effectivement, elle s'adresse à des dirigeants, mais le fait qu'elle soit d'intérêt général, elle s'adresse aussi aux dirigeants qui ne font pas forcément partie de cette université. Et un institut de recherche où l'on apprend, on explore et on expérimente pour faire émerger un mouvement de dirigeants inspiré par la vie, animé par le cœur. Donc ça, je lis effectivement notre mission, mais je pense que c'est important de le dire comme cela. Et avec l'idée, effectivement, de favoriser l'expression de l'intelligence du cœur des dirigeants en pratique. Donc, comment, effectivement, en pratique, ils peuvent la mettre en expression. Donc, là, c'est ce que je vous ai dit, effectivement. L'intelligence du cœur se cultive autour de 3 fondamentaux. Pour nous, l'intuition, elle est majeure parce qu'effectivement, on s'aperçoit que souvent, les dirigeants sont coupés de leur intuition et quand ils commencent à l'écouter, à nouveau être sensibles à cette aptitude, bah, tout d'un coup, ils voient les choses totalement différemment et souvent, ils osent beaucoup plus et ils prennent des décisions beaucoup plus courageuses puisque le courage, c'est aussi une de nos valeurs et pour faire différemment. Et puis, l'empathie à la fois vis-à-vis de ses équipes, vis-à-vis de soi et aussi vis-à-vis du monde. Donc voilà, c'est vraiment les trois fondamentaux sur lesquels s'appuie cette université. Et ces 3 fondamentaux qui ne peuvent pas être remplacés par ChatGPT. Donc, vos axes d'action maintenant? Alors justement, c'est ce que je disais. Donc, on a à la fois donc, de l'éducation avec un parcours pour dirigeants que je détaillerai un petit peu plus tard, pour réinventer la pratique du leadership. On a effectivement une assise scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas monté une chaire, etc. pour l'instant, puisqu'on a juste 2 ans d'existence. Mais en revanche, on demande à un certain nombre de cabinets de sociologie, de psychologie, etc., de faire ce qu'on appelle des recherches-actions. Et là, on en a mené 3, notamment sur ces derniers 6 mois. Une première sur justement mesurer un peu l'impact que ce parcours a eu sur les participants de la première promo, donc comment ça les a aidés à se transformer. Une deuxième étude sur comment ça les a aidés à faire évoluer leur gouvernance. Et une troisième étude qui est en train de se terminer sur les imaginaires du leadership. Parce qu'effectivement, ces dirigeants qu'on embarque dans notre parcours, on veut qu'ils puissent faire évoluer leur mode de leadership et donc ça veut dire aussi comprendre ce qu'est le leadership. Donc on a fait cette étude pour comprendre finalement qu'est-ce qu'était un leader dans le passé, entre guillemets, aujourd'hui et demain. Et demain, on a demandé à plusieurs milliers de jeunes de 18 à 35 ans de répondre à un questionnaire et de nous dire un petit peu ce qui pour eux est un leader à la fois souhaitable et désirable. Donc voilà. Et en fin de compte, ces recherches, elles ont à la fois pour objectif de nourrir le parcours qui est fait par les dirigeants, mais aussi de se nourrir des dirigeants qui font le parcours. Donc voilà. Et puis un troisième volet qui est l'influence. Pour effectivement animer ce mouvement, l'influence, elle s'appuie sur deux types de pouvoirs, entre guillemets, selon nous, à la fois le pouvoir des livres et le pouvoir des écrans. Et le pouvoir des écrans, c'est, je vous invite à regarder et aller sur notre chaîne YouTube, une web-série qu'on a mis en place avec Valérie Zoido, qui est une réalisatrice qui a été primée à Deauville récemment. Et cette web-série plonge vraiment au cœur des dirigeants de la première promo et les suit tout au long du parcours et montre comment ce parcours a été vraiment transformatif pour eux. Et j'ai envie de dire que c'est la première fois que je vois une web-série qui réussit à vraiment faire se livrer autant et avec autant d'authenticité des dirigeants qui sont au contact d'un certain nombre de problématiques, pas toujours simples. Donc voilà. Et puis le deuxième pouvoir, entre guillemets, c'est le pouvoir des livres. Et c'est vrai que nous, on a lancé à la fois un cycle de conférences qui s'appelle Regards croisés, où des dirigeants qui ont écrit effectivement des livres qui repensent le mode de direction de son entreprise, donc interviennent. Donc voilà, on a un cycle de conférences comme ça. Et en parallèle, on a lancé également une Heart Leadership Library, donc une bibliothèque autour de l'intelligence du cœur avec un certain nombre d'ouvrages. Et cette bibliothèque a été gracieusement offerte à tous nos participants du parcours, mais aussi à des dirigeants de notre écosystème et va être probablement présentée au public prochainement. Voilà.
Merci beaucoup. Est-ce que tu peux faire aussi un point rapide sur nos thématiques de recherche qui ont justement vocation à nourrir l'influence? Alors oui, il y a effectivement sur les thématiques de recherche, il y a donc au-delà des 3 études qu'on a faites, effectivement, il y a, ce que je ne vous ai pas détaillé, c'est les trois enjeux auxquels on s'adresse, qui sont à la fois l'écrasement, de l'humain par le numérique. Le deuxième enjeu, c'est, la montée des inégalités. Le troisième, c'est les effondrements écologiques. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a souhaité vraiment, documenter ce premier enjeu grâce notamment à Amal, et qui pourrait en parler, effectivement, avec une étude autour, et un webinaire d'ailleurs autour du métavers, puisqu'on s'aperçoit que beaucoup de gens en parlent, mais peu connaissent effectivement ce que cela recoupe. Et puis aussi de documenter effectivement les méfaits, les enjeux de l'IA à tout va, entre guillemets, et notamment de ChatGPT, etc. Donc ça fait partie comment dire, des thématiques de recherche qu'on a développées. Et puis une prochaine thématique qu'on est en train maintenant qu'on a une première promo qui est passée, c'est d'avoir des cas pratiques de dirigeants qui mettent en œuvre donc l'intelligence de cœur dans leur boîte. Donc c'est vraiment concrètement comment ils traduisent cette nouvelle aptitude, ou en tout cas cette aptitude qu'ils ont réveillée en eux au travers d'un certain nombre de cas, que ce soit des cas éthiques, des cas comment dire, business. Enfin voilà, l'idée, c'est effectivement de pouvoir outiller ce parcours avec ces cas pratiques. Oui, et juste pour ajouter un petit mot sur la partie de dirigeants confrontés au numérique, on a effectivement constitué différents épisodes d'analyse en se disant que justement, le dirigeant, il est confronté à tout un tas de décisions et il y a cette espèce de mirage selon lequel, en s'équipant de plus de technologies, il pourra décider de façon plus intelligente, mais c'est sans forcément écouter son cœur. Et l'idée, c'est voilà, de recontextualiser un petit peu cette complexité, tout en essayant d'éduquer à ce que c'est que la technologie, notamment l'IA ou ChatGPT ou d'autres sujets technologiques, et que j'ai le plaisir de mener au sein de HLU. Je pense, Florence, qu'on a déjà traité ce point sur pourquoi tu as vraiment souhaité rejoindre ce projet. Alors, moi, je dirais deux choses. C'était à la fois parce que c'était un projet qui était porté par un dirigeant un peu iconoclaste, et que vous avez pu le comprendre au travers de mon parcours, c'est ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire effectivement aller me fronter à des dirigeants qui pensent autrement, et puis surtout à les aider à penser autrement. Et voilà, et c'est vrai que de développer un projet tel qu'HLU, pour moi, c'était l'opportunité au travers de ces 3 piliers, de pouvoir vraiment donner De- cœur. Et de le mettre en pratique, parce que je crois Exactement. que c'est un atout de ce programme, c'est qu'on pourra trouver un petit peu des analyses sur le cœur, l'empathie par petits morceaux, mais l'idée, c'est de vraiment aller jusqu'à l'exécution et même le constat de ce que ça apporte. C'est d'ailleurs pour ça que Rhoda est là. Maintenant, peux-tu rentrer dans le vif du sujet et vraiment nous présenter ce parcours qui s'appelle donc Du cœur aux actes? Voilà, donc effectivement, c'est là, enfin, rien que dans le titre du parcours, vous pouvez voir que c'est complètement singulier par rapport à tous les parcours que vous pourriez connaître en business school, etc. Alors pourquoi il est singulier aussi? Parce que donc c'est un parcours d'apprentissage sur le terrain et entre pairs qui dure 18 mois. Alors qui dure 18 mois, on ne les embarque pas pendant 18 mois, mais tous les 2 mois, effectivement, on les emmène pour un module de 2 jours pour repenser, transformer leur manière de diriger, d'innover et de créer. Alors, le principe, c'est effectivement tous les 2 mois, de les emmener sur un certain nombre de thématiques que je vais vous présenter. C'est qu'ils soient entre pairs, donc on a des promos qui font entre 10 et 15 personnes. C'est le fait que ce soit itinérant, c'est-à-dire qu'en fonction des thématiques, on passe dans une région où effectivement il y a une initiative un peu singulière, puisque le principe de chacun de ces modules, c'est de commencer déjà par une immersion en entreprise, une immersion qui permet de rencontrer un dirigeant qui a fait les choses autrement. Donc voilà, c'est la rencontre avec d'autres dirigeants, c'est une immersion. Et puis ensuite, c'est effectivement comment dire, la prise de recul avec un expert qui va vous outiller sur cette thématique-là. Et le lendemain, c'est vraiment de plonger justement dans des ateliers de cas pratiques pour pouvoir creuser la thématique et pour pouvoir ensuite partir avec un plan d'action que vous avez commencé à élaborer avec vos pairs. Donc c'est vrai que ces 2 jours, c'est à la fois une plongée dans une thématique, c'est de la rencontre de dirigeants, c'est des échanges entre pairs, c'est aussi arriver avec ses valises parfois pas toujours simples, et de se poser avec des personnes avec qui vous avez créé un lien de confidentialité qui vous permet effectivement de sortir un peu la tête de l'eau, de voir les choses un peu différemment et de repartir regonflé en entreprise. C'est souvent ce qu'ils nous disent, c'est que au départ, ils se disent non, j'ai ces 2 jours qui arrivent, et ils sont trop contents d'y aller parce qu'ils savent qu'ils vont venir gonfler d'énergie.
Donc voilà, et puis le parcours s'équilibre entre rapport de connaissances, compréhension de soi et développement de ses aptitudes, et mise en pratique dans le cadre de son organisation. Donc immersion, travaux de groupe, carnet de voyage, etc. Donc voilà. Et puis, donc là, je vais vous détailler effectivement les différentes thématiques. Donc, c'est un parcours pédagogique, c'est un escalier pédagogique, comme on l'a dit. C'est-à-dire qu'effectivement, les acquis du premier module viennent nourrir sont les prérequis du deuxième. Donc, on a, comme vous le voyez, 8 modules et on commence au départ effectivement par un module. Alors, module 0, c'est le montée à bord, c'est effectivement la rencontre avec vos pairs. Et là, la prochaine promo, la promo 3, commence le 8 juin 2023. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser, il reste quelques places. Voilà. Donc, on commence avec un premier module sur moi et l'autre. Et là, c'est vraiment comme on a… Juste avant, pardonne-moi juste de t'interrompre, mais moi, ça me paraît fondamental, l'autodiagnostic, enfin le diagnostic qui est fait de Oui, où en bien est la entendu. personne Ouais, avant ouais, de… complètement. C'est vrai qu'avant de monter à bord, il y a entre le module 0 et le module 1, il y a tout un diagnostic des valeurs, comment dire, un recensement de ses besoins, de ses attentes, etc. Donc, il y a vraiment un reset, entre guillemets, qui est fait avant de commencer le parcours. Et puis, avec un premier module, justement, sur moi et l'autre. Et là, c'est un module tout de suite qui permet de fendre l'armure, j'ai envie de dire, puisqu'on va aller creuser vos différents modes d'intuition, votre rapport aux émotions, voilà. Et c'est un module dont les enseignements, on vous suit finalement tout au long de ce parcours. Enfin, Rhoda pourra en parler. Voilà. Et c'est même un module où, sur le coup, vous dites, bon, ça ne me chahute pas trop, mais finalement, ça vous chahute et ça vous permet d'être beaucoup plus aligné tout au long de ce parcours-là. Moi, j'ai une question qui est importante ici. Est-ce que c'est le moi universel, parce qu'il y a quand même ces réflexions de je suis une certaine personne dans mon cadre professionnel, je suis une autre personne en dehors. Vous vous intéressez au rapport de soi aux autres en tant que co-dirigeant ou en tant qu'être humain? Alors moi, je dirais qu'on réconcilie l'être humain et dirigeant. C'est-à-dire que ce parcours, il va permettre d'être aligné, enfin de gagner en alignement entre effectivement la personne que l'on est profondément et souvent, c'est ce qu'on dit, entre le faux self et le vrai self. Donc voilà, c'est l'atout de ce parcours, c'est qu'effectivement, il permet un très grand alignement et Rhoda pourra en témoigner, et une véritable force pour continuer à innover, à penser différemment, à ouvrir une nouvelle voie, etc. Donc ensuite, on passe sur l'amour du vivant. Alors c'est vrai que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parmi vos pairs, enfin parmi les pairs qui participent à ce parcours, on a des niveaux d'appétence ou des niveaux de connaissances totalement différents. Donc sur ce module l'amour du vivant, il y a des gens qui vont être déjà très engagés, d'autres beaucoup moins. Et l'idée, c'est effectivement de leur faire rencontrer des dirigeants qui ont déjà mis en place un certain nombre d'initiatives et de voir que c'est possible finalement. Les premiers petits pas sont envisageables et ça vous donne le coup de boost pour passer à l'action. Donc voilà, ensuite, dis-moi. Ouais, j'ai encore une question, pardon, parce que je connais les personnes qui sont connectées et je sais que c'est des questions qu'elles pourraient poser. Sur ce sujet de l'amour du vivant, bon, je pense que tout le monde est vraiment conscient des catastrophes écologiques et du fait que l'entreprise, elle est vraiment considérée comme étant extractrice, voire destructrice de l'environnement et qu'elle n'est pas conçue pour opérer dans le monde du vivant. Et en gros, l'enjeu ici, ce sera d'accompagner la transformation de l'entreprise pour qu'elle tienne compte du vivant ou jusqu'où vous allez en fait dans cette démarche-là? Alors, pour qu'elle tienne compte du vivant, de ses impacts, etc. Mais aussi, ça va jusqu'à se poser la question de croître pourquoi. Enfin, c'est-à-dire, voilà, ce qui ne veut pas dire décroître, mais ça veut dire effectivement repenser son modèle de croissance pour en faire un modèle beaucoup plus vertueux. Donc voilà, et c'est dans ce sens-là que c'est intéressant de voir des initiatives qui marchent bien, pour se dire bah, c'est possible. Et voir des gens qui ont pris des initiatives qui passaient pour des farfelus il y a 10 ans et qui finalement avaient ce temps d'avance là où tout le monde maintenant veut avoir son plan développement durable, RSE, etc. Donc voilà, on est ensuite sur un troisième module qui s'appelle Gouverner avec le cœur et qui là vient chatouiller entre guillemets le dirigeant sur son rapport au pouvoir et d'ailleurs on parle souvent de amour du pouvoir versus pouvoir de l'amour. Et donc de se dire, voilà, finalement, qu'est-ce que je dois mettre en place comme gouvernance? Est-ce que je dois faire évoluer ma gouvernance? Est-ce que, par exemple, je dois passer en entreprise à mission, comment dire, en fondation actionnaire? Est-ce que je vais tâter de l'holacratie, puisqu'on leur fait rencontrer effectivement une initiative qui est allée jusque-là, mais qui en est revenue aussi, mais qui en a gardé un certain nombre d'enseignements. Enfin voilà, donc le rapport au pouvoir sur ce module 3. Et c'est très important cette partie-là, puisqu'elle peut donner aussi une vision un peu erronée que gouverner avec le cœur, c'est cette dimension un peu bisounouresque qui ferait qu'on ne serait pas en mesure de continuer à être un dirigeant et que la posture de dirigeant implique des choix difficiles. Mais c'est là qu'on reboucle avec la notion de courage, qui est, Exactement. voilà, je dois
réfléchir ou penser ou agir avec le cœur, ça n'est pas antinomique justement d'une prise de décision courageuse. Non, et puis j'ai envie de dire, c'est aussi finalement, quand on dit qu'on questionne son rapport au pouvoir, c'est aussi, enfin, ce parcours, il vous donne de grandir, entre guillemets, en puissance de vous-même et donc en puissance de votre entreprise. Enfin, on passe finalement du pouvoir à la puissance et c'est assez intéressant et la puissance, elle se rapproche plus du cœur. Donc voilà. Ensuite, on est sur un 4e module qui est avoir le courage d'être soi. Et là, c'est assez amusant parce que, notamment sur la 2e journée, on part dans une école alternative, mais l'idée, c'est en fin de compte de se reconnecter à l'enfant, notamment, qui était, j'en reviens, donc on était avec des enfants de CM2, et de se dire, bah, finalement, l'enfant de CM2, le garçon ou la fille de CM2, bah, qu'est-ce qu'il dirait à l'adulte que je suis devenue? Quel courage j'ai eu finalement dans ma vie, et quel courage je dois mobiliser pour justement ouvrir une nouvelle voie. Enfin voilà, donc c'est vraiment faire un peu un point, un reset. Et c'est assez amusant de voir que ce module 4 est vraiment un turning point dans le parcours. Donc, et qui permet finalement de vaincre ses peurs, d'oser être soi, d'oser être vrai. Et donc de gagner en alignement là aussi. Et le rapport à l'enfant, en fait, qui peut paraître étrange dans des discussions entre dirigeants, c'est pour raviver les capacités, les facultés d'émerveillement dont Alors, sont dotés les enfants. oui, il y a déjà effectivement, il y a Mm. ça. Et puis, il y a là aussi gagner en alignement par rapport à qui l'on est profondément. Et une fois qu'on est très aligné, bah, ça donne un courage d'agir, ça donne une puissance, ça donne une envie de faire Cohérence. différemment, une Une cohérence, cohérence. exactement. Mm. Donc c'est pour ça que ce module-là est aussi fort à vivre. Voilà. Alors ensuite, le module 5, c'est créer, innover avec le cœur. Là, l'idée, ça vient questionner effectivement innovation et numérique, justement, innovation et environnement, innovation et business. Et là, c'est assez amusant parce que, en l'occurrence, on a fait évoluer ce module 5, puisque ce que je ne vous dis pas, c'est que d'une promo sur une autre, on fait évoluer chacun des modules. Voilà, bien entendu, enfin, voilà, on capitalise sur ce qui s'est bien passé, sur ce qu'on veut renforcer, voilà. Et donc, ce module 5, il va notamment se passer en Normandie, à la fois à la ferme du Bec et Loin, où c'est une initiative que vous devez beaucoup, enfin, vous êtes nombreux à connaître, qui a lancé tout ce qui est permaculture et donc qui a dû innover avec le vivant. Et puis également dans une abbaye, l'abbaye de Saint-André, qui a dû effectivement totalement repenser son modèle économique et donc qui a dû là aussi innover, mais en tenant compte de sa spécificité. Donc c'est assez intéressant de plonger dans 2 univers très différents qui viennent questionner et où l'éthique est au cœur du modèle. Donc voilà, ensuite on enchaîne sur un module 6 qui s'appelle Co-créer et agir en collectif. Donc l'idée, c'est là aussi de mieux agir ensemble et de développer un cœur collectif. Et là, typiquement, on va aller chez une de nos participants de la promo 1 qui a mis ce cœur collectif au cœur de son modèle économique et qui cartonne. Donc c'est intéressant parce qu'elle vous dira qu'elle n'a plus un seul tableau Excel, qu'elle suit… Enfin, on peut penser que c'est complètement iconoclaste, mais en revanche, elle cartonne parce qu'effectivement, elle a su s'appuyer sur un modèle collectif totalement innovant et responsabilisant et donc Et qui montrent des résultats. et qui montre d'excellents résultats, exactement. Et puis, le dernier module, entre guillemets, c'est le module 7 avec compter ce qui compte vraiment. Et là aussi, c'est de se dire qu'on peut avoir une comptabilité, on va dire, classique, mais ce qu'il faut aussi voir, c'est toute cette nouvelle forme de comptabilité avec son impact à la fois environnemental et sociétal, et comment on l'intègre à son modèle économique. Donc là, on vous donne effectivement de nouvelles boussoles pour pouvoir le faire. Et puis, le module 8, c'est vraiment un module bilan. Alors, on l'a appelé bien-être et performance, mais parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que c'est vraiment un module qui vient comment dire, célébrer l'alignement que l'on a gagné au travers de ce parcours. Et c'est vraiment de prendre du recul sur le chemin parcouru, de faire comment dire, un retour sur soi et de le partager surtout avec ses pairs pour vraiment l'engrammer, j'ai envie de dire, et continuer à être aussi aligné. Donc, Roda pourra témoigner effectivement de ce module 8 qui était assez fort. Voilà, Et c'est vraiment le retour, entre guillemets, sur la capacité à avoir agi tout au long du parcours. À la fois avoir agi et à la fois à prendre conscience de ses forces et de sa puissance pour continuer à agir et ouvrir une voie différente. Ouais. Super. Alors, je crois qu'on l'a évoqué un peu en filigrane sur en quoi ce parcours est vraiment différent de ce qui existe aujourd'hui, au moment où plus que jamais les modèles de leadership sont questionnés, voire violemment critiqués. On en a parlé brièvement sur
tous ces exécutives training qui ont vocation à asseoir plus de pouvoir, plus d'autorité, plus de crédibilité, plus de performance. Comment ça se passe pour HLU? Alors, pour HLU, déjà, c'est totalement différent parce que c'est ce que je dis, c'est que on va aller chercher, et la tête, bien entendu, puisque comme vous avez pu le voir, c'est un programme qui est très dense, très documenté, et enfin, je ne suis pas rentrée complètement dans les détails, mais tous les experts que l'on mobilise sont vraiment des pointures dans leur domaine, mais aussi le cœur en faisant vivre des expériences totalement atypiques, différentes, etc. Et le corps, parce qu'on vous incite à passer à l'action. Donc, l'idée, ce qu'on vous a mis sur cette carte, c'est voilà, à la fois un voyage apprenant partout en France. Ce n'est pas un réseau de Parisiens, une destination des Parisiens, pas du tout. C'est vraiment finalement un mouvement de dirigeants qui ont envie de faire les choses autrement et où qu'ils soient, qui finalement se sentent en confiance pour continuer à agir différemment et pas frustrés de dire bah non, je suis le seul à faire. Voilà. Donc on est vraiment dans un parcours qui répond à la solitude du dirigeant, qui répond à ceux qui ont envie de faire différemment, qui répond à l'envie d'aller découvrir des initiatives singulières, qui répond au fait de pouvoir échanger en toute liberté, parce que la liberté est importante aussi, avec d'autres pairs. Donc voilà, et qui permet effectivement des entrevues chocs. Là, vous avez mis un certain nombre de nos intervenants, que ce soit Sylvain Brozard de chez Pocheco, que ce soit Lexi Nollet chez Ulteria, que ce soit Guillaume Desnaux chez Alenvie, mais aussi des intervenantes comme Laurence Sélincourt sur la systémique, comme Geneviève Ferron sur la gouvernance, ou comme Karine Dartic-Pérou sur les valeurs. Donc voilà, c'est des intervenants qui ont énormément questionné leur modèle, qui ont énormément questionné le sujet sur lequel ils sont, et donc qui sont vraiment en pointe sur le sujet. Comme je vous dis, donc des rencontres de pair à pair, des séances de codev. Alors, je sais que le codev est très répandu, notamment chez Capgemini, mais là, l'idée, c'est vraiment, puisque ces codev ont lieu entre les différents modules, une fois qu'on a un peu digéré le module qu'on vient de vivre, de revenir auprès de ses pairs avec un cas en particulier et de pouvoir se faire challenger, accompagner, outils. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment l'idée de ces codev. Et souvent, il y en a encore un là récemment qui nous a dit, mais ça y est, quoi. Je suis passée dans une autre dimension. Enfin, il y en a un, c'était amusant, qui était encore un peu sur son compte à soi, etc., jusqu'au module 4. Et il nous dit, entre le module 3 et le module 4, j'ai eu un codev qui m'a vraiment fait voir les choses totalement différemment. C'est super intéressant parce que de là où dans des grosses business schools, on va te faire travailler sur, je ne sais pas moi, Nike ou sur Nestlé comme organisme modèle pour apprendre, là, le business case, c'est soi. C'est soi, Et c'est son entreprise. Exactement. C'est la transformation de sa propre entreprise. entreprise. Rhoda pourrait également témoigner parce qu'elle en a fait plusieurs. Voilà, et c'est vraiment turning point là aussi. Du parrainage, puisque la promo 1, mentor, la promo 2, enfin mentor parraine la promo 2, bon, même si on s'aperçoit que c'est un parrainage finalement dans les deux sens, parce que typiquement, là, je pense à une femme qui est chef d'entreprise qui marraine 2 autres chefs d'entreprise, et c'est plus des questionnements de femmes chefs d'entreprise, de dire, bon, en l'occurrence, il y en a 2 qui veulent vendre leur boîte, et elles se disent, bah, comment je vends ma boîte, à qui je vends ma boîte, au regard de ce que finalement je porte dans cette entreprise qui n'est pas juste un bilan financier. Donc voilà. Des webinaires intermodules, et effectivement, Amal en a animé un sur le métavers récemment. Et puis, comme je vous le disais, un recueil d'études de cas et une bibliothèque du cœur, vous la voyez ici concrètement. Voilà. Et tout ça est validé par ce qu'on appelle un open badge. Alors effectivement, on n'est pas un centre de formation, ça ne relève pas de votre fonds formation, etc. Mais en revanche, c'est vrai que c'est labellisé par un open badge qui repose sur un référentiel pédagogique très sérieux. Voilà. Très structuré. Très structuré, exactement. Et là, donc, on vous a comment dire, on va passer sur une mesure d'impact un peu plus fouillée, etc. Mais on a déjà quelqu'un qui nous accompagne, qui est dans la promo 2, qui s'appelle Octavie Baculard, donc, qui est une des DG de Kimso. Et Octavie, elle s'est plongée un peu dans tous les travaux de recherche qui ont lieu, notamment dans celui sur l'impact du parcours sur la promo 1. Et voilà, elle a défini, on va dire, trois impacts sur la prise de conscience, l'acquisition de connaissances et les changements de comportement. Et c'est vrai qu'en fin de compte, sur chacun de ces volets, on s'aperçoit que le parcours est vraiment singulier. Enfin, c'est-à-dire que quel est le parcours qui vous permet finalement de prendre conscience de votre courage, de ne plus avoir peur d'agir, de ne plus avoir peur du regard des autres. Quel est le parcours qui vous permet effectivement d'avoir bien compris votre intuition et l'utiliser pour prendre des décisions stratégiques. Quel est le parcours qui vous permet effectivement comment dire, de comprendre l'autonomie et le cadre de sécurité pour embarquer ses collaborateurs. Enfin voilà, là on vous a mis un certain nombre de sujets, mais
Mais c'est vrai que c'est un parcours, on va travailler notre mesure d'impact, mais d'ores et déjà, vous avez quelques éléments qui est très, 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 très fort à ce niveau-là. Et si je revenais sur un langage très capgéminien, Vas-y. est-ce que cette mesure d'impact, ça pourrait être une forme de mesure de ROI pour le dirigeant qui se lance dans ce parcours? C'est-à-dire, est-ce qu'on serait en capacité, grâce à ça, de vraiment voir les shifts qui ont été opérés, de les mesurer de façon tangible? Alors, les shifts sur soi et sur sa boîte, tout à fait, Mmh. parce qu'effectivement, quand vous voyez dans les changements de comportement, je pense à Michel qui a refusé un client fournisseur qui ne correspondait pas à ses valeurs. Donc, on pourrait se dire, waouh, pour lui et pour sa boîte, c'est quand même costaud. Et en fin de compte, euh, j'en entendais encore parler ce matin, ça a complètement redessiné, redesigné tout son écosystème de clients, tout son écosystème de partenaires. Et donc, lui, ça lui a permis de rester aligné, mais aussi d'aligner totalement sa boîte. Mmh. Donc, et finalement, d'être reconnu comme étant Un acteur. un acteur singulier dans son domaine, en l'occurrence, c'est le BTP, où il faut, voilà, c'est pas simple. Et désormais, il est vraiment même appelé là-dessus pour intervenir soit en tant que fournisseur, soit en tant qu'effectivement expert. Passionnant. C'est une autre forme de mesure? Voilà, c'est d'autres grilles de lecture sur la mise en place de projets. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, ça en a aidé beaucoup à passer à l'action, que ça soit créer un fonds de notation, que ça soit intégrer la comptabilité 3K, que ça soit mettre en place un plan stratégique, RSE, enfin voilà. Beaucoup, effectivement, là, on ne l'a pas entouré, mais quand quand on échange avec eux, c'est vraiment cette solitude du dirigeant auquel on a énormément répondu et auquel on continue à répondre, puisque bien entendu, il reste en contact. Enfin, l'idée, c'est pas juste j'ai fini ma formation et ça se termine. Au Mmh. contraire, c'est vraiment de continuer dans cette dynamique. Et puis avec l'idée, voilà, comme va le faire Roda aujourd'hui, de contribuer au mouvement de dirigeants, parce que c'est vrai que ce qu'ils y ont vécu est tellement singulier qu'ils n'ont qu'une envie, c'est que ça continue, Mmh. et de le déployer et de effectivement contribuer à ce rayonnement. Alors, ce qu'on se disait, hein, puisque là, on a parlé des principes, des promesses, on veut des actes. Et quoi de mieux que de laisser une personne ayant fait le parcours et fini le parcours, donc Roda, en janvier, donc c'est assez récent, nous parler en fait de son expérience et déjà en commençant par toi, parce que là, on s'adresse à des communautés IT, donc secteur que tu connais depuis plus de 20 ans, et avec un parcours très riche, effectivement. Donc, bonjour à tous. Donc, en effet, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le monde de l'IT, des systèmes d'information, spécialement dans le monde de l'assurance. Donc, moi, j'accompagne, comme les anciens de Capgemini, consultante, et j'accompagne mes clients assureurs mutuels à piloter leur projet de transformation digitale depuis plus de 20 ans, avec des acteurs de la place de Paris, enfin, de grands assureurs de France. Et donc, l'idée, en 20 ans, en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, deux choses. La première chose, c'est quand je suis arrivée dans le monde du conseil en finance, on se rend compte qu'on arrive dans un monde, je vais appeler ça un monde de requins, je les appelle les grands mâles blancs dominants, où on anime des codires, des copiles avec des dirigeants qui n'hésitent pas à humilier les collaborateurs, qui n'hésitent pas à user de leur force et de leur pouvoir au quotidien pour faire passer leurs idées. Première chose. Et deuxième chose qui m'a aussi beaucoup marqué pendant ces 20 ans de conseil, et puis je fais une petite parenthèse en interne, ce qui m'a aussi permis de comprendre comment fonctionnait une boîte d'assurance, c'était de se dire que pour moi, le conseil, c'était pas juste de placer des consultants en clientèle pour répondre à un besoin ponctuel, c'est vraiment de se dire que quand on intervient, on laisse une trace et on permet à nos clients de grandir. Donc, au bout de 20 ans, je me suis posé la question de qu'est-ce que je fais? Je suis une entrepreneuse dans l'âme, donc j'ai créé un cabinet de conseil. Je me suis dit, mon cabinet, il doit être différent dans le sens où je veux vraiment être partenaire de mon client et pas juste prestataire lambda qui arrive et repart le lendemain. Donc, comment créer ce climat de confiance et comment l'accompagner dans ce pilotage et lui apprendre à savoir piloter ses projets de transformation. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce cabinet RCBA. Alors, pendant cette création, en fait, c'est un concours de circonstances. J'ai créé mon cabinet en août 2020. Et peu de temps après, je me posais des questions sur comment justement écrire ce que je viens de dire, comment le présenter, comment le formaliser, comment fédérer autour de ça. Et est arrivé un post, j'aime pas les réseaux sociaux, mais est arrivé un post sur LinkedIn qui parlait de HLU. Et quand j'ai lu le pitch de HLU, je savais pas trop ce que c'était, mais on parlait d'intuition. Clairement, moi, j'ai eu l'intuition que la formation allait m'aider dans le développement du cabinet. Et donc, j'ai plongé dans l'aventure. 1 an et demi, ça peut paraître long, mais au final,
Ça s'est passé comme ça ça s'est passé très très vite. Et comme l'a dit Florence, à chaque étape, on avait envie d'y retourner. Donc, pourquoi je me suis posé la question, c'est parce que j'avais un questionnement individuel lors de la création de ma structure pour savoir comment je pouvais créer une boîte qui avait un intérêt pour mon client, qui avait un intérêt aussi pour les collabs qui l'intégreront et qui respectait qui je suis, mais sans vraiment savoir qui j'étais. C'était complètement fou. Donc, quand j'en parlais autour de moi, tu parlais de bisounours, tout le monde me disait, bon, c'est quoi ton école? On va parler du cœur, c'est quoi le cœur? C'était pas très concret. Et au fur et à mesure que j'en parle, je vois que ça commence à faire écho. Et finalement, ça relève une réalité qu'il faut qu'on arrive à transformer. Donc, comment j'ai vécu le parcours? Très simplement, donc moi, j'ai été marquée par 3-4 modules phares. Alors, le premier, clairement, je suis arrivée, comme je vous l'ai dit, moi, je viens du monde de la finance. Je m'étais créé une espèce de carapace au niveau de la gestion des émotions parce que je suis quelqu'un de très émotif et donc je me suis toujours battue dans mon quotidien pour ne pas afficher ces émotions et ne pas les emmener sur mon lieu de travail et de toujours être stoïque et ne laisser transparaître aucune de ces émotions dans mon quotidien, aussi difficile soit-il. Et donc, je suis arrivée dans ce module en me disant, je vais rencontrer d'autres dirigeants, d'autres mâles blancs dominants, avec des gros a priori finalement. Et quand à la fin du premier module, on t'explique que moi et les autres, c'est surtout toi finalement que tu viens découvrir, j'étais arrivée avec un a priori en me disant, je vais découvrir comment parler aux autres, hein, parce que moi, il n'y a rien à dire, j'aime pas parler de moi et il n'y a pas d'intérêt. Et au final, non, pour diriger une boîte aujourd'hui, il faut déjà bien se connaître. Et l'intérêt du premier module, c'est ça. La gestion des émotions, elle est capitale. On est des humains. Donc, on ne peut pas, et dorénavant, un des changements, je ne mets plus ma carapace. En tout cas, je sais quand la mettre, on va dire ça plutôt, parce que tout le monde n'est pas encore aguerri à cette nouvelle gestion. Mais concrètement, ça donne quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avant, j'avais peur de la peur et la tristesse dans le monde de l'entreprise. Je ne comprenais pas cette émotion. Je ne comprenais pas un collaborateur qui avait peur de quoi? Enfin, on a un travail, on a bonne santé. Je n'arrivais pas à appréhender, à gérer cette émotion dans un groupe de collaborateurs. Et la tristesse, pareil, je ne comprenais pas pourquoi un collaborateur était triste de la fin d'un projet, de la fin d'un sujet, du départ d'un collaborateur. Pour moi, le fait qu'on soit tous ensemble suffisait. Et donc, ce premier module permet justement de comprendre les 4 grandes émotions principales que sont la peur, la joie, la tristesse et la colère, et comment les gérer. Comment les gérer pour soi et comment les gérer avec les autres. Donc, tout de suite après ce premier module, non seulement j'ai rencontré un groupe de pairs formidables, et donc effectivement la solitude du dirigeant et le questionnement que j'avais vite a été, j'ai pu trouver des réponses avec ces dirigeants brillantissimes et chaleureux et simples en fait. Je me suis rendu compte que ce que je vivais et ce que j'avais imaginé, d'autres le vivaient et d'autres le partageaient. Il y avait envie que ça change. Donc, c'est très appréciable. Mon premier module, ça a commencé à fendre. Ma carapace a commencé à se fendre à la fin de ce premier module. Je ne pourrais pas raconter tout, mais quand on présentera, je vous expliquerai aussi pourquoi ce premier module a été très intense aussi pour moi. J'ai également été marquée pendant ce parcours par le fait de se dire que finalement, le courage est mélangé à l'intuition. Et donc, j'en arrive au 4e module, je passe, parce que sinon, je vais en parler pendant 3 heures. Mais le deuxième moment phare qui m'a marqué, ça a été l'arrivée au collège, à l'école Cours aux Anames, puisqu'on a été confronté, là, pour le coup, je peux le dire après, je ne l'aurais jamais dit avant, mais j'arrive au Cours aux Anames et là, on est accueilli par une dizaine d'enfants de CM2 qui vous disent bonjour. Et le seul mot bonjour de ces enfants arrivés dans ce cours aux Anames m'a fait fondre en larmes. Enfin, moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, que jamais personne dans mon quotidien professionnel, parce que je me suis rendu compte que finalement, ces enfants venaient tout simplement avec qui ils étaient, nous rencontrer, dirigeants d'entreprise, sans armure, sans rien du tout simplement que ça. Et donc, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'intérêt de cette armure, il n'y avait plus d'intérêt de ne pas être finalement qui je suis, quelqu'un de joyeuse et agréable au quotidien et qui écoute beaucoup. Et donc, toute cette gestion, en fait, je la mets à contribution au quotidien. Et donc, ça se marque et ça se présente comment concrètement, en conseil, vous qui avez fait du conseil peut-être encore aujourd'hui, on a beaucoup cette phase d'audit ou d'état des lieux. Et jusqu'ici, cet état des lieux, je le faisais en face à face, technique. Je fais quelqu'un, j'ai des entretiens, c'est planifié, et on se rencontre 1 heure, et 4 dans la journée. Je ne fais plus ça.
Je ne fais plus d'entretien en face à face pour recueillir et comprendre ce que vit quelqu'un, pour mieux proposer un diagnostic ou pour mieux proposer une solution. Je vais les rencontrer dehors et on va marcher. Alors au début, quand on parle de description, les dirigeants avec qui je le faisais, c'est quoi ton truc là on va faire quoi dehors Non, et certains, la plupart ont accepté. Et au final, la matière qu'on recueille en marchant côte à côte pour comprendre ce que tu fais, qu'est-ce qui te manque, ce qui te plaît, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as compris la stratégie de l'entreprise, comment tu la projettes, comment tu la déclines, la matière, elle est nettement plus riche que si on s'était vu en face à face avec le regard, la posture. Au moins, l'échange est libre. Donc, c'est pour le coup un conseil que je peux donner à ceux qui souhaitent le réaliser, et même à titre personnel, d'ailleurs, ça marche aussi. On écoute beaucoup mieux la personne qui marche à côté de nous qu'une personne qu'on a en face à face assis. Et le mouvement, en plus, c'est plus agréable. Donc voilà, donc vraiment, prise de conscience sur comprendre qui j'étais, et on parle d'alignement, aligner qui je suis avec la manière dont j'ai envie de proposer mes conseils et la manière dont j'ai envie de développer l'entreprise. Un nouveau mode d'écoute différent et que j'applique avec cette marche active. Et puis, un troisième élément qui m'a beaucoup frappé, c'est que jusqu'ici, à part trier mes poubelles, entre guillemets, je ne faisais pas grand-chose pour l'environnement, pour être très honnête. Et j'ai pris une claque lors des modules où Hélène nous a présenté l'urgence qu'il y avait sur l'environnement et le fait de se dire que dans 30 ans, on n'aura plus de ressources naturelles. J'ai des enfants et j'ai envie de leur laisser quand même un monde dans lequel ils pourront s'épanouir et œuvrer sans trop de contraintes. Donc clairement, prise de conscience sur le fait qu'en tant que dirigeant d'entreprise aujourd'hui, on se doit de prendre en compte cet impact et on se doit, dans le conseil, d'accompagner nos clients à intégrer ces impacts dès le démarrage de leur projet. Et dans l'IT, ça va être de la construction du projet, dans le choix des solutions, dans le choix des partenaires, dans le choix des fournisseurs, on se doit de les accompagner pour identifier les nouvelles méthodes, on parle d'éco-conception, on parle les impacts sur l'impact RSE, tout ça, on doit pouvoir les accompagner dans ce domaine-là. Donc, troisième prise de conscience, au final, mon offre qui était de piloter les projets de transformation digitale, ça se transforme, grâce à Amal, encore une fois, en piloter les projets de numérique responsable. Parce que je suis convaincue que tous ensemble, et puis nous, en tant que cabinet de conseil, je trouve qu'on a aussi un devoir supplémentaire. Outre le fait de diriger notre boîte, on a en plus le pouvoir de faire agir des acteurs, moi je suis dans l'assurance, des acteurs forts dans l'assurance qui ont, eux, un impact aussi important sur l'environnement et sur la société, pour les faire bouger et les faire pivoter comme nous pivotons actuellement. Donc, troisième élément important. Ce qui était intéressant aussi dans le parcours, c'est que on est abreuvé de nouvelles connaissances. Alors moi, je connaissais pas tous les modes de gouvernance, je connaissais pas les fondations actionnaires, les sociétés à mission. Donc, comprendre ce nouveau mode de gestion d'entreprise, ou en tout cas de partage de la valeur, qui m'a beaucoup plu. Alors pour ça, il faut avoir déjà de quoi partager, mais c'est intéressant quand on a de quoi partager, de pouvoir s'orienter vers cela. Et en plus, ça correspond tout à fait à mon mode de fonctionnement, parce qu'aussi petit soit mon entreprise, je distribue 1% de mon résultat à des associations, pardon. Et donc, pour ça, je trouve que c'est intéressant de se dire, oui, l'entreprise doit être performante, mais les résultats peuvent être utilisés avec d'autres qui n'ont soit pas les moyens, soit pas la méthode. Et au quotidien, en plus, comme je fais de l'associatif, je donne de mon temps pour accompagner d'autres personnes à piloter des projets. Donc, ça me paraissait capital que l'entreprise reflète aussi ce que je fais au quotidien dans le monde personnel. Donc, nouveau mode de gouvernance, donc apprentissage. Quand on vit le parcours, on apprend beaucoup. Donc, vous apprenez de nous, mais en tout cas, moi, j'ai énormément appris également des structures. Et puis, à l'écoute des autres dirigeants d'entreprise aussi, leur vécu. On ne vient pas du même monde, à part dans notre monde, on était deux dans le conseil. Le reste venait d'autres environnements. C'est comprendre comment d'autres ont agi. Et finalement, on peut tous avoir une action à notre niveau dans le développement de l'entreprise. Et quatrième élément qui m'a aussi beaucoup touché dans ce parcours, c'est qu'au final, ce que j'avais envie de faire se traduit, et je peux le faire via les différentes techniques. Les codev m'ont permis de prendre des décisions qui me conduisent aujourd'hui à développer mon écosystème, à travailler avec des partenaires. Je choisis différemment les partenaires avec qui je travaille aujourd'hui. Si le partenaire ne partage pas mes valeurs, et si le partenaire ne partage pas l'envie de faire du bien, soit la société, soit l'environnement, je ne peux plus travailler avec ce type de partenaire. Si les collaborateurs qui intègrent le cabinet ne partagent pas non plus ces valeurs, je ne peux plus travailler. Enfin, il y a vraiment un shift qui s'est fait, et puis et au final, ça ne me dérange pas. Là où j'aurais pu me dire, je vais peut-être me couper d'une branche d'activité ou un type de client ou un type de fournisseur,
Ça ne me pose aucun problème parce que je sais que c'est vers ça que je dois aller et HLU a pu révéler tout ça. Donc, le comment j'ai vécu, plutôt très bien. Plutôt positif. Plutôt positif, voire très positif, parce qu'au final, en 1 an et demi, alors on se découvre soi, la boîte grandit, et donc moi, ma boîte a grandi au fur et à mesure de HLU, donc c'était la continuité de l'apprentissage, et à chaque étape, une nouvelle brique de l'entreprise voyait le jour. Et donc aujourd'hui, clairement, mon positionnement est plus clair et aligné avec ce que j'ai envie de faire, et ça fait écho, et quand j'en parle, on me dit, bah oui, Roda, mais pourquoi tu n'avais pas, c'était évident, tu devais aller vers ça. Donc, ça me fait aussi plaisir de voir que j'ai pu traduire ce que j'ai appris autour de moi. Et les difficultés. Là, Voilà. je me fais l'avocat du diable parce qu'on parle de cœur depuis tout à l'heure à nos chers collègues de l'IT qui sont plongés dans des calculs de marge, de rentabilité en permanence, et puis de pipeline, et puis il nous faut quand même des clients, et puis c'est la crise, etc., etc. Est-ce qu'il y a vraiment des sujets à un moment que tu as eu du mal à absorber, ou tu as eu du mal à comprendre comment ça pourrait se traduire en quelque chose de positif dans ton entreprise, ou est-ce qu'à partir du moment où tu as été accompagné dans le cadre du parcours, c'est tellement évident que le reste se déroule naturellement? Je me suis posé la question au démarrage sur le numérique en me disant tout autour de moi dans le parcours, ils sont tous une activité principalement Artisanale, manuelle. Et qu'on a rencontré, c'était aussi le cas. Donc, comment le traduire dans le numérique? Je me suis posé la question parce que c'était vraiment possible. Est-ce qu'on pouvait mesurer l'impact du numérique finalement? Parce que c'est ce qui est intéressant, de comprendre pour voir le changement. Il faut qu'on mesure avant, qu'on mesure après et voir s'il y a une différence ou pas. Et donc, je me suis posé cette question-là, mais l'avantage de HLU, c'est qu'elle nous met sur le chemin des partenaires, des personnes qui connaissent comme toi la partie numérique et qui nous enrichissent et qui ont conforté dans le fait que oui, on peut mesurer, oui, c'est possible, oui, je peux avoir un impact. Donc la difficulté était juste de packager le tout. Et aujourd'hui, je vais être très honnête, moi je n'ai pas rencontré de difficulté. Les 2 jours, tous les 2 mois, au démarrage, le temps de s'organiser un peu pour dédier vraiment, parce qu'il faut vraiment être 2 jours pour le coup à fond dans le module, sinon on ne capte pas. Et puis l'osmose du groupe n'est pas, ça ne fonctionne pas. Une fois que l'agenda est géré, tout est clé en main, j'ai envie de dire, on se pose et on écoute et on participe. Donc, il n'y a pas eu vraiment de difficultés particulières. Le groupe a très bien pris et on échange régulièrement. Donc, je pense que c'est en plus une vraie histoire de vie. On rencontre des belles personnes et ça fait du bien. Quand on est dirigeant et qu'on est tout seul devant son PC en train de réfléchir à ce que je peux faire, avec qui je peux le faire, et rencontrer des collègues qui ont la même envie que nous et avec qui on peut œuvrer demain et encore aujourd'hui, alors que le programme est terminé, ça, c'est une vraie richesse. Eh bien, écoute, merci, parce que ça va un petit peu dans le sens des échanges que j'ai eus avec de nombreux participants qui se sont inscrits. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont envie de changer et qui ne savent juste pas comment le faire, ni où aller pour avoir ces typologies d'accompagnement qui, finalement, partent d'un ancrage individuel pour construire sa propre singularité et l'incarner en tant que dirigeant, ce qui est ce dont on a besoin. Donc, merci à toutes les deux pour vos témoignages qui étaient passionnants. Et puis, on va laisser la parole à ceux qui ont des questions positives ou interrogatives, critiques. Vous êtes bien les bienvenus pour poser vos questions à Roda et Florence. Ne soyez pas timides. Ou peut-être que Fabien t'a verrouillé les micros et que les gens ne peuvent pas s'exprimer. Allô? Pardon. Oui, bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Et pardon pour le micro coupé. Merci en tout cas pour ça. Alors, c'est très personnel quand même, cette dimension, mais moi, j'avais une question un peu, c'est selon vous, est-ce que tout le monde est éligible à ce type d'approche? C'est une excellente question. Alors, qu'est-ce que vous entendez par éligible? Parce qu'effectivement, alors c'est un parcours qui s'adresse à des dirigeants, donc c'est vrai qu'il faut être à la tête d'une entreprise ou en tout cas à la tête d'une structure. Pour l'instant, ça ne s'adresse pas non plus à des managers, ou alors il faut que ça soit vraiment en position de cadre dirigeant. Pas encore. Et pas encore, exactement. Et puis, on est encore une petite équipe et on démarre. Donc, l'idée, c'est vraiment de consolider les fondations pour pouvoir grandir. Et donc, ça s'adresse à tous les dirigeants.
Et j'ai envie de dire, Alors, en j'ai particulier… posé différemment la question. Oui. C'est plutôt quand vous accueillez tout le monde, enfin, c'est quoi vos critères Recrutement. de recrutement, en effet? Le prérequis que vous trouvez, vous cherchez pour que ce soit quelque part un succès, ou en tout cas que ça soit à peu près dans l'esprit que vous visez. Alors, le prérequis, déjà, il faut que ça soit effectivement volontaire parce qu'on s'est aperçu qu'on avait des cadres dirigeants qui avaient été envoyés par leurs dirigeants et que certains n'étaient pas du tout prêts, entre guillemets, ça c'est sûr. Donc voilà, il faut ça s'adresse à des dirigeants qui ont envie finalement de faire différemment, d'ouvrir une nouvelle voie, qui se questionnent et qui n'ont pas encore les réponses. Donc voilà. C'est vrai que si on est face à des gens qui ne sont pas prêts à changer, mais bon, je pense qu'à ce moment-là, ils ne viennent pas. Mais voilà, mais sinon, ça s'adresse à tout le monde. Après, oui, bien entendu, moi, j'ai un entretien avec eux, je vois ce qu'il en est, quelles sont leurs attentes. Et après, on valide effectivement s'ils peuvent y participer. Ouais. OK, Et merci. ce qu'il faut, c'est que ça soit Oui. des gens qui soient aussi en capacité de pouvoir faire bouger leur boîte. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne s'adresse pas, par exemple, à des cadres, enfin, à des dirigeants du CAC 40 qui sont pieds et poings liés avec des Bien actionnaires sûr, au bien bout du sûr. monde. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on s'adresse effectivement, que ce soit aux TPE, PME ou ETI ou grands groupes familiaux. On est complètement dans leur scope. Ouais. OK. Alors, une autre question. Merci Mohamed. Pourquoi attendre que les dirigeants viennent changer leurs habitudes? Pourquoi ne pas former des futurs dirigeants désirés de créer leur structure pour adopter les bonnes pratiques? C'est-à-dire planter la graine avant que le dirigeant devienne Oui. dirigeant. Alors typiquement, si, on est déjà en contact avec un certain nombre de business schools, entre guillemets, auprès de qui on va diffuser des cas pratiques, etc., et auprès de qui on ira témoigner. Mais bien entendu, on se rend compte, en tout cas, un certain nombre d'écoles nous ont contactés parce qu'ils se rendent bien compte qu'on va complètement dans le sens de l'histoire et même on ouvre cette voie là où eux sont encore, j'ai envie de dire, dans une vision du business et du marketing très classique, quoi. Donc oui, tout à fait. C'est aussi pour ça, pardon, on est une association d'intérêt général, donc tous les contenus, que ce soit nos recherches, etc., on va les diffuser de façon, auprès du grand public, auprès de ces écoles, etc. Donc l'idée, c'est quand même, puisque c'est notre troisième pilier, l'influence, c'est que tout ce qu'on donne toutes nos recherches et tout ce qu'on donne à vivre, entre guillemets, à nos participants et qui peuvent se traduire dans des cas pratiques, on va le diffuser un maximum. Question très pragmatique. Quel est le budget pour pouvoir faire partie de cette belle aventure? Alors, c'est entre 15 000 et 25 000 euros, tout compris, à part le transport pour vous rendre sur le lieu, et ça dépend de votre chiffre d'affaires. Voilà. Ok. J'ai une question sur les KPIs de l'entreprise, parce qu'on s'invite quand même à réfléchir autrement, à faire autrement, à mesurer autrement. Est-ce que les futurs dirigeants seront accompagnés pour la définition de nouveaux moyens de mesure du succès de leur entreprise? Alors, j'ai envie de dire, ça fait l'objet notamment du module 7, la compter ce qui compte vraiment. Là, effectivement, ils vont être amenés à rencontrer des experts qui vont leur permettre de mettre en place voilà, une comptabilité qui se mesure différemment. Oui, on a déjà, d'ailleurs, on en a plusieurs qui sont passés à l'acte là-dessus. Ouais. Et là aussi, on aura des cas pratiques. Ok. Est-ce applicable à une personne qui veut commencer en auto-entrepreneur et veut se voir évoluer doucement? Ou est-ce qu'il faut déjà être à la tête d'une structure suffisamment importante? Alors, typiquement, Rhoda a commencé, voilà, elle était seule et voilà, et ça l'a aidé à effectivement, à affiner sa vision. Donc, ça répond encore aux critères de la taille et des critères de sélection. J'ai une question encore de Mohamed. Et pour les dirigeants, s'étant lancés dans l'entrepreneuriat sans être passé par une business school, je crois que ce n'est pas un critère, la formation, le background. Non, la formation, on a effectivement des gens qui sortaient des plus grandes écoles, tout comme des autodidactes. Donc, non, l'idée, c'est effectivement que ce soit des dirigeants d'entreprise. Je prends une dernière question et je remercie toutes les personnes qui ont prévenu qu'elles partaient. Merci beaucoup et merci d'avoir été là. Est-ce qu'il y a un objet d'entreprise? Pour le coup, je ne pense pas parce que Rhoda est dans la tech et dans l'IT. Est-ce qu'il y a des projets d'entreprise, par exemple, qui peuvent être incompatibles? Par exemple, une personne qui viendrait de oil and gas ou d'un projet qui, a priori, va à l'encontre de ce qui serait nécessaire, où on estime que vraiment chaque dirigeant doit avoir sa chance
pour être connecté à ses capacités sensibles et pouvoir transformer? J'ai envie de dire que récemment, enfin la semaine dernière, j'étais en rendez-vous avec un dirigeant d'une très belle boîte dans le nucléaire, voilà, où justement, enfin, il est complètement animé par le cœur et il a envie de transformer sa boîte, etc. Et que, oui, pourquoi on s'interdirait de les aider justement à donc voilà. Écoutez, je crois qu'on a fini notre session. Je vous remercie à tous d'être restés jusqu'à la fin et puis on partagera le live et d'autres informations sur HLU. N'hésitez pas à revenir vers nous directement dans l'invitation si vous avez des questions, si vous êtes intéressé, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.